On va débuter cette dernière partie sur ce qui est pour moi l'aspect le plus important des révélations de la nuit dernière de ce dataset 8 au sujet de l'affaire Epstein en écoutant Kash Patel. Kash Patel, directeur du FBI, entendu par le Sénat, il me semble que c'est le Sénat, par le Sénat ou par la Chambre des représentants, donc devant le Congrès, sous serment, qui, au risque de se parjurer, répond à la question de cet élu républicain. Vas-y, Thomas. These 30 no credible information. None. If there were, I would bring the case yesterday that he trafficked to other individuals. And the information we have, again, is limited. So the answer is no one For the information that we have in the files. in the case file. Okay. Donc, Kash Patel, qui est en train de dire sous serment qu'il n'y a pas d'informations crédibles dans le dossier. Hein, il est même corrigé, on lui demande in the files, parce que évidemment, il y a d'autres agences qui ont travaillé, on vous a déjà raconté cette historique-là, il y a d'autres agences qui ont travaillé sur l'affaire Epstein. Donc, il dit non, dans le dossier, il n'y a pas d'informations crédibles sur d'autres personnes, à part Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, dans ce réseau de pédophilie. C'est un réseau de pédophilie qui est unique, qui fait 1200 victimes, mais comme nous le rappelle Kash Patel, comme nous l'a rappelé dans son mémo d'ailleurs Pam Bondi, la vérification de la totalité de ce dossier-là, Thomas, tu peux nous montrer l'extrait du mémo de Pam Bondi, ça serait très bien. Non, vas-y, mémo, Pam Bondi, encore, continue, non, tu y étais. Voilà, ça arrive. Allez, ça fait quelques heures que nous sommes en direct. Donc, nous explique que il n'y a rien dans le dossier qui nous permet de se dire qu'il faut que l'on ouvre une enquête contre des third parties, donc d'autres personnes qui, pour l'instant, n'ont pas été inculpées. Hein, c'est le cœur de la démarche à la fois des survivantes, c'est le cœur de la démarche de Ro Khanna et le cœur de la démarche du républicain Thomas Massie, c'est de dire non, mais attendez, il y a d'autres personnes, ce n'est pas que Jeffrey Epstein et Pam Bondi, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, il y en a d'autres. Et la réponse officielle, donc, c'est de dire non, ce sont que les deux. Et donc, ce sont des réponses qui, aujourd'hui, se retrouvent malmenées par une série d'informations dans ce dossier-là. Je vais vous montrer, il y en a eu plusieurs de ces documents qui utilisent ce terme de co-conspirators au pluriel. Co-conspirator, ça veut dire complice. Et on va regarder ce document que personne connaissait jusqu'à cette nuit. Thomas va vous le montrer en termes de complice parce qu'il est extrêmement intéressant. On est dans la procédure de l'arrestation de Jeffrey Epstein. Hein, c'est pas tout à l'heure, on a vu beaucoup du dossier qui remontait à l'arrestation de Ghislaine Maxwell. Là, on est bien en avant. Nous sommes le 9 juillet, mardi 9 juillet 2019. Et dans ce texte qui a donc été dans cette série d'emails qui a été envoyée et qui vient encore une fois des communications entre le FBI et le South District Attorney, donc Maureen Comey, qui vient d'être virée, du moins en juillet, qui a été virée sans explication par Donald Trump, et d'un coup, vous commencez à aller comprendre les explications document par document. Thomas va zoomer dans la première partie de cet email et on découvre quoi? On découvre que parmi les 10 complices de Jeffrey Epstein, je le répète, c'est extrêmement important, les 10 complices de Jeffrey Epstein, officiellement, sous serment, Kash Patel, directeur du FBI, est venu nous jurer
Hein, là, oh, non, mais regardez, qu'il n'y a pas de complices. Parmi les 10 complices, 3 ont été identifiés en Floride et ça va plus loin. Et on leur a donné des convocations pour se présenter devant un grand jury. Donc ça, c'est déjà énorme. Un à Boston. À l'époque, c'est Ghislaine Maxwell qui habite à Boston. Un autre à New York. Un autre dans le Connecticut. Et on vous apprend que ces personnes-là, elles ont été served. Served, ça veut dire qu'on leur a remis en main propre leur convocation pour se présenter en tant que complice de Jeffrey Epstein devant la justice. Donc, ils expliquent que sur ce chiffre des 10, il y en a 4 sur 10 qui sont outstanding. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore reçu leur convocation, même si il y a eu des tentatives. Hein, c'est la procédure américaine. On doit vous serve. On doit vous remettre en main propre pour pas dire non, mais désolé, c'est perdu dans le courrier. Moi, j'ai pas fait attention. J'étais en vacances. C'est le facteur qui a dû faire erreur. Non, on vous l'a donné. Donc, 4 sur 10 n'ont toujours pas reçu, même si on a essayé. Et parmi ces personnes, il y a une personne extrêmement riche, wealthy man, businessman in Ohio. On va détailler. Et donc là, on explique qu'il y a une équipe du FBI, 8 special agents, qui vont aller dans ces multiples endroits du FBI en avion pour interviewer approximativement 25 victimes. 25 victimes. Et vous voyez que le mail suivant, qui était en fait qui était celui d'avant, vous avez encore une fois, on demandait une mise à jour sur ces 10 complices de Jeffrey Epstein. L'excuse officielle que Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell sont les seuls responsables des viols et abus sexuels de 1000 à 1200 victimes vient de s'effondrer. Ce message-là démontre tout ça. Il y en a un autre qui est encore plus intéressant et qui laisse à s'interroger la manière dont le FBI a fait ces modifications. Vas-y Thomas, montre-nous l'autre où on parle de Brunel. Justement, c'est assez intéressant. Alors Brunel est mort, donc c'est peut-être pour ça que son nom. Donc nous sommes le 7 juillet, donc c'est une autre correspondance avec cette fois-ci en expliquant que donc vas-y remonte. Donc c'est cette mise à jour où on posait les questions en disant voilà. En disant que nous sommes rentrés en contact hier avec la nuit dernière à New York. Alors encore une fois, la parenthèse qu'il faut faire à ce moment-là, c'est pourquoi les noms de ces co-conspirators, de ces complices, sont en 2025 cachés alors qu'il y a une loi qui oblige à ce que leur nom soit public. Et pourtant, Brunel, et on va voir Wexner, non. Donc c'est très étrange. Brunel est mort, donc c'est peut-être pour ça. Donc on apprend que parmi les complices, et c'est ce qu'on vous raconte, il y a le français Jean-Luc Brunel. Je vous prépare un épisode consacré à Jean-Luc Brunel. Il y a d'autres informations. Donc, en disant qu'après telle ou telle autre personne, on a tenté de les approcher, mais ça n'a pas été fait. On n'a pas réussi à les rencontrer. Vous voyez que des tentatives d'aller serve Maxwell sont faites aujourd'hui à Boston. Je vous en parlais tout à l'heure de son nom et on voit que son nom apparaît. D'autres en Floride, on ne sait pas qui c'est. Et là, cette erreur, parce que le nom ne devrait pas apparaître dans la même logique, il devrait apparaître dans la réalité, mais il ne devrait pas apparaître de dire je ne sais pas ce qui va se passer pour les efforts dans l'Ohio pour contacter Wexner. Donc, on a vu que dans l'autre courrier, c'était ce fameux
Very homme wealthy d'affaires businessman. extrêmement riche. Et donc, Les Wexner, je vous en ai déjà parlé, vous le connaissez parce qu'il apparaît de manière proéminente dans le dossier Epstein. Il apparaît dans plusieurs photos. Cette photo, elle vient d'où ? Elle vient de la succession de Jeffrey Epstein. Elle fait partie du birthday book Oui. qui a été renvoyé. Parce que Wexner, avant de vous raconter qui il est très brièvement, on vous en avait parlé dans une de nos émissions sur de l'enquête interdite. Il y a un nouvel épisode qui va arriver pendant cette période de fête de l'enquête interdite. Vraiment, abonnez-vous pour ne rien rater. Wexner, il y avait cette photo avec Jeffrey Epstein. On a une autre photo de Wexner avec Jeffrey Epstein qui était aussi dans le birthday book. Et elle était accompagnée d'une lettre. N'oublions pas cette lettre de Wexner. Donc, on va la voir tout de suite, donc, qui date du 20 janvier 2003, en disant « Cher Jeffrey, je voulais t'offrir ce que tu voulais, hein, ce que tu aimes, les voilà. Et en dessin, une paire de seins. Joyeux anniversaire, ton ami Leslie. Leslie Wexner, c'est qui? Très brièvement. Leslie Wexner, c'est un homme d'affaires qui est toujours en vie aujourd'hui. C'est un milliardaire américain, toujours en vie aujourd'hui, mais qui a échappé évidemment à la justice, même s'il figurait dans cette liste des co-conspirators, des complices. Je vais vous montrer une photo de sa demeure dans l'Ohio. Il a 88 ans aujourd'hui. 88 ans. Donc ça, c'est une de sa fortune. C'est un milliardaire qui a fait fortune dans le commerce et à travers un groupe qui s'appelait les L, comme Leslie Brands, les marques L. Et le groupe le plus connu et qui a évidemment un rapport très très fort avec Jeffrey Epstein, c'est la marque de sous-vêtements Victoria's Secret. On se souvient que Victoria's Secret, c'est la marque qui a le plus profité de ce système des super top modèles avec les défilés dénudés des Angels. Ça appartient à Wexner. La plupart des photos publiques, dont celle que Thomas vous a montrée tout à l'heure de Jeffrey Epstein et de Donald Trump, c'était lors de soirées Victoria's Secret. Plusieurs survivantes, dont certaines qui étaient devant le Capitole lors de cette conférence de presse, ont raconté comment elles ont été approchées, soit lors de ces soirées, approchées par Jeffrey Epstein, soit lors de ces soirées, soit lors d'autres défilés par Epstein, qui leur disait qu'il était en mesure de leur offrir un contrat Victoria's Secret. La marque Victoria's Secret a été au cœur du réseau Epstein. Alors, quand Epstein a été arrêté en 2019, Wexner s'est positionné dans la peau de la victime. On voit que ces documents ne le placent pas dans la peau de la victime en expliquant « j'ai été une victime, j'ai été abusé par Jeffrey Epstein qui a pris une partie de ma fortune ». Et comme dans le cas de Leon Black, il a menti sur le chiffre en disant « voilà, il a pris près de 40 millions de dollars qui étaient à ma famille, il les a pris pour son propre bénéfice et c'est pour ça que je me suis séparé de lui ». Wexner, ce qui est extrêmement important, c'est peut-être plus que Leon Black, l'homme à l'origine de la fortune de Jeffrey Epstein. Sans Wexner, Jeffrey Epstein n'aurait jamais eu ces centaines de millions de dollars à sa disposition qui lui a permis, entre autres, d'acheter son ranch dans l'Arizona, d'acheter sa villa à Palm Beach, d'acheter son île dans les îles Vierges. C'est grâce à Wexner que cet argent est possible. Wexner, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu
dans l'histoire politique du Parti républicain. C'est quelqu'un qui a été un des argentiers du parti politique, du Parti républicain, pendant des décennies. C'est lui il a soutenu Donald Trump à un moment, même si à un moment, après les déclarations de Donald Trump, là, en expliquant que suite au défilé des néo-nazis à Charleston, c'était ça ? Charlottesville, excuse-moi, qu'il y avait des bonnes personnes des deux côtés. Il y a eu une rupture à ce moment-là. Mais pendant 20 ans, Wessner a été l'argentier principal du Parti républicain. Il a, par exemple, financé une partie de la campagne de George Bush. Pourquoi je vous parle de George Bush ? Parce que c'est sous l'autorité de George Bush que Alex Acosta est devenu cet assistant attorney qui a négocié ce deal avec Epstein. Et dans le milieu de l'enquête par rapport aux origines de ce deal-là, il y a depuis des années des journalistes d'enquête qui s'interrogent sur le fait que pour la première fois, Epstein a demandé à Wessner de le protéger dans le cadre de cette enquête-là. Et que toutes les personnes de Acosta à Bush qui ont validé ce deal-là étaient en fait sous influence de Wessner. C'est une théorie, ce n'est pas prouvé, mais elle devient aujourd'hui très intéressante lorsque l'on voit que il est cité comme un des complices potentiels. On va voir, il y a une autre liste de documents où il apparaît. Donc, vous voyez, c'est une liste de documents qui sont demandés à un cabinet d'avocats. Et au milieu de cette liste, et encore une fois, pourquoi tous ces noms sont masqués ? Donc, du côté de Blanche, on explique que tout ce qui est protection entre avocats et clients, c'est pour ça que c'est masqué. La loi précise que cela ne doit pas être le cas. C'est un abus de la loi fait par Todd Blanche, expliqué par Massey, qui dit voilà, il retourne à des lois qui existaient précédemment pour dire on va les utiliser pour encore plus limiter le cadre de ce que l'on va sortir. Mais on voit que dans la deuxième page, regardez, il y a un nom qui est là. Il y a un nom qui apparaît. Pourquoi est-ce qu'il balance qui est celui de Wexner dans tous ces documents? En tout cas, voilà. Pour moi, ces documents-là sont les plus importants. C'est le début de cette liste que non seulement Thomas Massie et Ro Khanna exigent depuis maintenant des mois, mais c'est aussi la confirmation, encore une fois, que les survivantes ne mentent jamais, que les survivantes disent la vérité. On va retourner quelques mois en arrière, devant le Capitole, en pleine conférence de presse, lorsque les journalistes sont intéressés que par une seule chose, c'est de savoir quels sont les complices de Jeffrey Epstein. Et avant que Brad Edwards fasse signe à ses survivantes que ce n'est pas le moment d'en parler, qu'elles risquent énormément, et c'est pour ça que de Marjorie Taylor Greene à Thomas Massie, on a expliqué que si ça n'avançait pas du côté du département de la justice, on utiliserait les protections d'être un élu et de lire les listes des noms devant la Chambre des représentants. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de poursuite pour diffamation. Annie Farmer, dont aujourd'hui plus personne peut mettre la crédibilité en doute parce que la plainte de sa sœur en 1996 vient d'être rendue publique. Annie Farmer se penche vers le micro et va donner le nom d'un des complices de Jeffrey Epstein.
Vas-y, Thomas. One thing that's very clear when people say, you know, please share names, there are names that are very well known, like that of Les Wexner, who everyone knows supplied an enormous amount of Epstein's, you know, financial wealth and allowed this operation to happen. So it's, I think, confusing to many of us why there have not been more ramifications for him, and he's been seen as a victim when clearly, I believe there's more to it. Donc, vous voyez, donc Annie Farmer, dont la crédibilité est encore plus forte. On n'aurait pas besoin, dans la réalité, de partir jusque-là, mais c'est important de le faire, est encore plus forte depuis le fait que depuis 30 ans, on essayait de le faire passer, elle et sa sœur, comme des menteuses. Elle explique, donc ça, nous étions, je ne me rappelle plus, c'était quel mois, je pense que c'était à la fin de l'été, peut-être en septembre. Elles expliquent que une autre personne qui fait partie de cette liste-là, qui se présente comme une victime qui ne l'est pas, et que elles ne comprennent pas, les survivantes, qu'il n'ait pas été mis en avant dans ce dossier-là, c'est Leslie Wexner. Et aujourd'hui, donc, avec ce document qui désigne cette liste de complices, le nom de Leslie Wexner apparaît très clairement. Et donc, avec toute une série de questions, c'est un sujet d'autant plus sensible pour Annie Farmer qu'elle a été sexuellement abusée par Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein lors d'un week-end en Ohio, dans l'Ohio, chez Leslie Wexner. La question qui se pose, c'est que pourquoi Wexner n'a pas été plus inquiété que dans le cadre de ces documents-là, lorsqu'on apprend qu'il y a des tentatives pour rentrer en contact avec lui et lui donner une convocation devant un grand jury. Où sont ces documents? Encore une fois, où sont ces documents? A-t-il été amené devant un grand jury? Si oui, pourquoi la procédure s'est arrêtée là? Une personne qui pourrait répondre, c'est Maureen Comey, mais elle a été renvoyée. Je pense que ça va être urgent de la part des démocrates du Oversight Committee de la convoquer devant le Congrès pour répondre sous serment. Et si le dossier n'est pas allé en 2019 jusqu'à Leslie Wexner, qui a donné l'ordre en 2019 d'arrêter la piste Leslie Wexner? On rappelle qu'en 2019, le patron, le ministre de la Justice, c'était Bill Barr, et le président des États-Unis, c'était Donald Trump. Est-ce que en 2019-2020, il y a eu une volonté politique de dire cette affaire s'est arrêtée quasiment entièrement à la mort de Jeffrey Epstein et la condamnation de Ghislaine Maxwell suffira? Y a-t-il eu un ordre politique qui fait que Leslie Wexner est passé de complice de Jeffrey Epstein à victime de Jeffrey Epstein? On espère que les prochains mois, les prochaines semaines viendront nous éclaircir sur ce sujet-là. En tout cas, nous, c'est quelque chose que, évidemment, on va suivre. Et donc, abonnez-vous à La Chute. À tout de suite.